Nous retrouvons à présent l'autrice Jocelyn Stephen avec son roman « Le monde magique de la tour L » paru chez Echo Éditions. Jocelyn Stephen est originaire de Seine-Saint-Denis. Depuis son enfance, elle observe tous ceux qui ont contribué à la réputation de ce département, toujours en effervescence. Des événements quelquefois étonnants l'ont inspirée pour l'écriture d'aventures fantastiques. C'est ici que son premier roman, Le monde magique de la tour L, a vu le jour. Écrivaine de contes imaginaires, elle préfère s'attribuer le titre de raconteuse d'histoires mystérieuses. Avec des mots simples, ordinaires, des mots de tous les jours, elle entraîne les lecteurs dans le sillage de ces jeunes personnages, intrépides, touchants et hors du commun, pour des aventures surprenantes. Ainsi nous révèle l'autrice. J'écris avec des mots simples, ordinaires, des mots de tous les jours. Aujourd'hui, je relate le conte des 5 enfants aux prises avec des fantômes, et demain, ce seront les péripéties de 2 jeunes citadins marginaux. Un savant mélange de genres. On dit souvent qu'une histoire racontée, c'est une vie vécue. Alors oui, j'écris avec mon cœur, je ressens mes récits et tous mes personnages font partie intégrante de mon être. Ma catégorie ? Entraîner ceux qui me feront l'honneur de me lire dans un univers bien particulier, fantastique, où chaque pas est une aventure surnaturelle. Elle nous présente ce soir Le monde magique de la tour L chez Echo Éditions. Assis en bordure d'un trottoir, les pieds battant un ruisseau de fortune, 5 enfants regardent couler l'eau. Cette petite rigole chemine doucement dans le caniveau pendant que ces gamins attendent qu'un événement hors du commun se produise. Ils n'ont Dieu que pour une tour qui se nomme L, dans la cité abandonnée, la cité fantôme. Théâtre de bon nombre de mésaventures surnaturelles, elle va les attirer, elle va les avaler. Dès lors, ils devront combattre un mauvais roi magicien et ses revenants, soutenus par un souverain et ses ombres, seigneurs fantoches, détenus dans ce bâtiment maudit depuis 20 ans. Rubibou les aidera-t-elle à se libérer de l'emprise de Elle? Sauveront-ils Hononik, l'ombre prisonnière du coffre au rubis? La reine Sultana, qui vit dans le cœur de cette fillette, les conduira sur le bon chemin avec l'aide de Towenahar, le petit mage du monde caché. C'est l'histoire fantastique de la tour L. Cet ouvrage est composé avec une typographie adaptée aux enfants dyslexiques. On écoute un extrait. Aujourd'hui, avec cette touffeur d'un début d'après-midi, ils ont décidé de partir en quête d'aventure. Et si nous allions visiter la cité perdue ? C'est une proposition pour le moins alléchante et pourtant personne n'a répondu. Chacun espère sûrement que l'un d'entre eux commence à parler. La ville abandonnée, c'est un gros morceau à ne pas en douter. Ils continuent d'attendre inconsciemment que l'un des 5 se dévoue pour dire que c'est trop dangereux. C'est Jonathan qui a lancé l'idée. Le roi, en véritable aventurier, et après un moment de réflexion, s'est porté volontaire pour cette excursion. C'est pas un peu rouf d'aller là-bas ? Porte-parole improvisé des 3 filles, Rubibou avait lâché cette petite phrase anodine de son air le plus sérieux. Ils se sont regardés, amusés. Les 4 retiennent difficilement ce rire caché qui se transformera dans quelques instants en une véritable cascade de rigolade. Après cet intermède bien divertissant, ils respirent enfin d'un souffle paisible. La discussion interrompue est abordée de nouveau. L'idée de l'excursion déjà validée par les 2 garçons. Les filles ont suivi, sûrement moins ravies. Mais les 5 doivent rester unis, pas vrai ? Ils ont jeté les dés du hasard et vont partir pour la cité perdue. Leur centre d'intérêt s'est porté sur la fameuse tour qui fut le théâtre de bien des horreurs. Chaque jour, depuis des mois, assis sur leur banc territoire, les enfants regardent comme hypnotisés ce mirador qui se nomme Elle. Elle se dresse devant eux au milieu des bâtiments en béton. En tout point semblable à ses jumelles, elle ressemble à un gigantesque doigt pointé vers le ciel. On pourrait la croire désireuse de cajoler les dieux, de secouer les étoiles pour se couvrir d'une poussière de lumière. Et ses longs soupirs s'envolent jusqu'au banc où elle emmitonne et appelle les mots mignards, fouinards. Phare étincelant dans la nuit, cette bâtisse béton
guide les âmes d'enfants devant sa porte pour se repaître de leur force. Plus ils l'observent et plus ils se sentent attirés par elle. Ces murs gris se transforment à certains moments en une multitude de visages grimaçants. Ses yeux borgnes s'éclairent d'une lueur bleuâtre, aspirant les âmes égarées, hypnotisées, et ne peuvent détacher leur regard de ces murs délabrés. Ce besoin de venir la contempler, l'explorer, a grandi jour après jour. Cette tour décharnée s'est transformée au fil du temps en un refuge consolatoire où ils se réfugieront à l'abri des autres. Son pouvoir démoniaque a pris possession de leurs esprits, embellissant cette vérité qu'ils se refusent d'accepter. En faction assis sur le banc colorié, et non Dieu que pour elle. À présent, chacune de leurs pensées, chacun de leurs gestes les ramène vers ce bâtiment maudit. La tour, elle, a envoûté ses petits. Lyon demain ? Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Retrouvons à présent l'autrice Michel, qui nous présente ce soir De l'infertilité à la parentalité, paru chez Éco-Éditions. Michel est née à Dax. Elle passe son enfance dans le département des Landes, au cœur d'une famille modeste. Puis, elle entreprend des études supérieures à Bordeaux et devient professeure de sciences de la vie et de la terre. Après plusieurs postes dans le nord-est de la France et en Nouvelle-Aquitaine, elle finit par revenir enseigner dans le collège qu'elle a elle-même fréquenté. Sa vie personnelle est marquée par 2 rencontres, celle de son mari à 17 ans et celle de son fils adoptif à 37 ans. Sa famille et son métier sont ses 2 passions. Michel nous fait part de son témoignage dans son ouvrage biographique « De l'infertilité à la parentalité », paru chez Éco-Éditions. Il raconte le parcours d'un couple infertile pour accéder à la parentalité. Ainsi, évoque l'autrice, nous désirons tous accéder au bonheur et il passe souvent par la réalisation de projets de vie. Ils peuvent être personnels et ou professionnels. Pour ma part, j'avais abouti dans mes différents projets. J'étais en couple et j'exerçais un métier qui me passionnait. Malgré tout, la pression sociale et mon horloge biologique me conjuraient de faire un enfant. Au départ, simple choix de vie, la découverte de l'infertilité de notre couple va transformer ce choix en une véritable obsession. Dès lors, nous ne reculerons devant rien pour accéder à la parentalité. Nous cheminerons à travers toutes les étapes de la PMA, insémination artificielle, FIV, mais aussi celle de l'adoption à l'étranger et en France. Un témoignage d'une réalité souvent occultée pour déculpabiliser les femmes sur ce qu'elles peuvent ressentir lors de ces épreuves et pour aider leurs conjoints à mieux les comprendre et ainsi à mieux les accompagner. On écoute un extrait. Puis, le psychologue me tend 2 photos plastifiées d'un nourrisson en train de sourire sur son transat. Il me dit « C'est votre fils ». Je lui demande de répéter « Si c'est une blague, ce n'est pas possible de jouer avec de tels sentiments. » Il me confirme « C'est votre fils ». Il me donne son poids, son âge, 3 mois. Il est né le 4 janvier. M'explique qu'il est en très bonne santé et qu'il est en famille d'accueil. Je n'écoute plus. J'ai très chaud. Les larmes montent. Je pleure, mais de joie. Pour une fois, je vais ouvrir une fenêtre. Je m'assois, puis me relève. Il parle, je n'écoute plus. Je veux sortir de là et crier au monde entier que je suis maman. Avertir mon mari qui n'est pas près de moi, encore seul. Il m'explique les prochaines étapes. Je retiens juste qu'il faudra aller le voir lundi prochain. Ils s'en vont. Je sors, je traverse le couloir et je fais irruption dans la salle de ma collègue. J'ai les yeux rougis. Elle me demande ce qu'il se passe. Je ne peux pas parler. Je lui tends mes 2 photos. Elle me regarde. Elle me demande si c'est bien ce qu'elle croit. Les mots ne sortent pas, mais ils sont inutiles. On s'embrasse, on pleure de longues minutes. Je n'irai pas déjeuner à la cantine ce jour-là. Je ne veux pas appeler mon mari et lui annoncer cette nouvelle par téléphone. Je vais tenir jusqu'à ce soir. Ce soir, mais cela va être interminable. Je vais dans la salle des profs, je montre mes 2 photos à tout le monde. Tous mes collègues qui m'ont soutenue de près ou de loin sont là et me témoignent leur sympathie. Ils me disent de rentrer chez moi, que ce n'est pas possible autrement. Je vais voir mon chef d'établissement, je lui demande de me libérer. Il ne peut pas.
Il comprend et est très bienveillant, mais il n'y a personne pour me remplacer. Je ferai mes cours de l'après-midi. Les 3 heures m'en paraîtront 6, et heureusement que les élèves avaient un contrôle. Je ne suis déjà plus avec eux. Mon esprit est ailleurs. 17 heures, la sonnerie de la fin de la journée. Lyon demain, Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Nous accueillons à présent l'auteur Jean-Pierre Bertrand avec son thriller « La morsure de l'inimaginable » paru chez Echo Éditions. Auteur et père de famille, Jean-Pierre Bertrand est originaire du pays de Gex, à la frontière suisse. Après des études supérieures à Aix-en-Provence, dans une école de commerce, il est spécialisé en gestion financière et occupe divers postes en France et en Suisse de responsable administratif. Passionné par l'automobile, il se découvre un grand intérêt pour l'écriture. À la suite d'un premier écrit qui l'a permis de poser sur papier un parcours de vie en dehors des sentiers battus, il devient un auteur passionné par la création d'histoires fascinantes. Il écrit La morsure de l'inimaginable, paru chez Echo Éditions, qu'il nous présente ce soir. Carole, entourée d'une famille parfaite, vit sur un petit nuage. Son monde s'écroule lorsque son neveu est mis en examen pour le meurtre de sa petite amie. En proie au doute, Carole lui reproche de bouleverser sa vie, le condamne puis se ravise. Son mari, vis-à-vis duquel elle se retrouve en porte-à-faux, ne comprend pas son comportement incohérent. Elle perd pied. Les sentiments de Carole sont exacerbés par le mutisme de son neveu et par les relations conflictuelles qu'elle entretient avec son père. Est-il cet assassin sanguinaire? Le jeune homme a-t-il bénéficié de soutien? Tout le condamne, et lorsque les réponses finissent par tomber, les langues se délient. La véritable nature du meurtrier est mise à jour. Je vous invite à consulter son site jeanpierrebertrand.com. L'auteur a eu envie de montrer l'impact d'un drame, non pas sur la ou les victimes ou sur le ou les auteurs, mais sur les satellites qui gravitent autour d'eux. Le personnage central de cette histoire est confronté malgré lui à des émotions violentes, des jugements subjectifs et des peurs irrationnelles. Le fil rouge de l'histoire policière n'est que le prétexte à l'étude des divers comportements humains face à une situation choquante, cruelle et incompréhensible. On écoute un extrait. Louis, je t'en prie, exprime-toi. Je crois en toi, nous croyons tous en toi. Tu ne peux pas avoir commis une telle atrocité. Mathis nous a expliqué à quel point tu aimais Sonia. Tu n'as pas pu lui faire du mal. Il faut que tu nous aides à trouver le vrai coupable. Ce ne peut pas être toi. C'est impossible, je ne peux pas le concevoir. Arrête de te taire. Pourquoi refuses-tu de te défendre? As-tu peur? Je t'en prie. Louis, mon petit Louis, je suis là pour toi. Je t'aime. Mon Louis, tu as tellement de belles choses à vivre. Parle, je t'en prie. Victoire et Valentin t'embrassent. Ils te conjurent de te confier. Tes parents, ton frère, tes grands-parents. Nous sommes tous convaincus de ton innocence. Pourquoi l'aurais-tu assassiné? Tu es contre toute forme de violence. Si tu n'as rien fait, te voir enfermé ici à la place du vrai coupable est la pire des injustices. Cette longue tirade ne provoque aucune réaction. Louis semble vide de tout. Carole se décompose. Se pourrait-il qu'il soit coupable? La prise de conscience de son acte pourrait-elle provoquer un mutisme de la sorte? Est-il en état de choc? Elle doit en avoir le cœur net. Et puis, même si par accident tu avais commis l'irréparable, parler te libérerait. Si c'est le cas, Louis, il faut t'exprimer. Tu te dois de dire ce que tu sais. Tu ne peux pas laisser tes proches, la famille de Sonia et les enquêteurs dans l'ignorance. Ton silence te condamne. Comment faire le deuil lorsque la vérité n'est pas connue? Tout cela ne te ressemble pas. Tu ne peux pas avoir autant changé. Louis, écoute-moi. Je suis là pour te soutenir, mais sans effort de ta part, notre combat sera vain. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-nous à comprendre. Le changement de ton de Carole n'a pas plus d'effet. Seul Maître Bernier la regarde étonné. Elle est passée de la présomption d'innocence à l'accusation en l'espace d'un instant. Si son action avait pour but de déstabiliser son neveu, de le pousser dans ses retranchements, c'est un échec. Quelle est sa conviction profonde? Le sait-elle elle-même? L'avocat est en pleine réflexion.
lorsque Carole le reprend à contre-pied. Et puis non, Louis, je ne peux pas t'imaginer coupable, alors tu vas, nom de Dieu, te mettre à parler. Il n'y a que des gens de confiance dans cette pièce, que des personnes qui te veulent du bien. Tu dois t'exprimer, tu le dois à Sonia. Elle ne peut pas être morte pour rien. Son meurtrier doit être condamné, doit payer pour ce qu'il a fait. C'est toi ? Carole se dresse en prononçant ces mots. Elle pose les 2 mains sur la table, fixe Louis dans les yeux et repose la question. C'est toi ? Si tu es le meurtrier, regarde-moi dans les yeux, soutiens mon regard. Si tu le fais, je le croirai. Mais si tu me fuis, je partirai d'ici convaincue de ton innocence et je chercherai sans relâche l'auteur de ce crime. Toute la famille m'aidera, je peux te le garantir. Je te le demande une dernière fois, as-tu assassiné Sonia ? Le mutisme de Louis a entraîné Carole dans une colère noire. Elle est sortie de ses gonds. Sur le coup, l'avocat a voulu l'interrompre, puis s'est ravisé. Voir sa tante préférée perdre patience pourrait provoquer une étincelle chez son client. Il attend avec impatience le dénouement de cet entretien. Lyon demain ? Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Émilie Court, je ne vous la présente plus parce que vous l'avez déjà découverte dans les émissions précédentes. Enfin si, je vous la présente. Émilie Court s'intéresse dès son adolescence aux arts et au numérique, développant à 16 ans ses premières applications audiovisuelles. Elle réalise des courts-métrages ou figure dans divers tournages de publicité et de cinéma. Lors de diverses manifestations culturelles à Metz et à Strasbourg, elle expose ses peintures et photographies. Diplômée dans le domaine du multimédia, du graphisme, de la programmation informatique et titulaire d'un premier prix de solfège, Émilie Court travaille pour des grandes entreprises du jeu vidéo, des télécoms et de la formation professionnelle à travers la France, notamment en tant que Microsoft Master Instructor. À 26 ans, elle crée une première entreprise de services informatiques et en profite pour valider de nouveaux diplômes. Après un passage par le domaine de la direction de restaurants en 2016, elle décide de retourner à ses premières amours, la création multimédia. Musicalement, le label Believe Digital produit son premier album de musique électronique en 2010. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 13. Le label américain Mojo Heads Records la porte depuis 2021 et elle se produit sur la scène internationale. Son intérêt pour l'écriture est également précoce, puisqu'elle écrit sa première nouvelle à 10 ans. Son premier ouvrage, un essai sur les sorcières du Moyen-Âge, sera publié alors qu'elle a tout juste 20 ans. Un prix lui est décerné en 2020 pour ses textes poétiques. On peut compter aujourd'hui 18 livres sur des thèmes variés, ésotérisme, jeunesse, criminologie, horreur, humour, thriller. Un rythme d'une parution tous les ans, elle ne compte certainement pas en rester là, car ses tiroirs sont peuplés de manuscrits. Elle nous revient ce soir avec son roman de genre sentimental noir, intitulé Pas triste, publié chez Echo Éditions. Élise, une jeune maman solo, décide de reconstruire sa vie à Strasbourg avec un nouveau compagnon. Cependant, comment peut-elle être sûre qu'il est le bon ? Comment ne pas retomber dans les pièges de son ex-manipulateur pervers narcissique ? Comment affronter cette nouvelle existence avec 2 enfants en bas âge dans les pattes ? Cette jeune femme abandonnée, en perte de repères, se raccroche à son nouveau partenaire comme à une bouée de sauvetage dans l'espoir de retrouver l'amour. Mais au fond, l'a-t-elle déjà connu ? Un récit poignant et douloureux sur un parcours sentimental emblématique et semé d'embûches. On écoute un extrait. Sur une musique de Émilie Court, alias Malicia Darkwave, I Love Say. Fabrice était maintenant à côté d'Élise et tentait de donner une explication pour ce qu'il voyait à l'écran. Mélodie, oui, c'est une ancienne coloc, très jolie fille, canon, top modèle. Élise regarda son colosse avec des yeux de merlan frit pour deviner s'il était sérieux ou s'il se moquait d'elle. Barbara se racla la gorge. Il reprit. « Je n'ai pas couché avec elle si tu veux savoir. C'est le genre de fille inaccessible, beaucoup trop belle pour moi. » Élise ouvrit la bouche, le souffle coupé. Qu'est-ce qu'elle devait comprendre ? « Bon, qui d'autre ? Olivia ? Oui, c'est une amie, je t'en ai déjà parlé. » Son ton était toujours aussi sec. Élise ne se souvenait absolument pas d'une Olivia. « Aurélie, pareil. Maintenant, si tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, tu laisses mon PC. » Élise émit une sorte de grognement de protestation. « Je n'ai rien à me reprocher. Maintenant, tu quittes mon PC.
Je ne te propose pas encore une fois un café. Non, effectivement, je vais partir. Tu t'en vas? Répéta Barbara, avec un regard éloquent vers Fabrice. Oui, fit Élise, amère. Puis, reprenant les mots et le ton de Fabrice, j'ai besoin de digérer. Polie, elle fit la bise à Barbara, adressa un signe de revoir à Fabrice, qui ne la retint pas, et sortit de l'appartement en claquant ostentatoirement la porte. L'idéaliste s'était assurément bien fourvoyée. Comment avait-elle pu se bercer d'illusions à ce point encore? Les bougres étaient-ils décidément tous de méprisables animaux? L'avait-il trompée ou n'avait-il rien à se reprocher comme il avait l'air de la convaincre? Devait-elle lui accorder le bénéfice du doute? Franchement, les conversations étaient éloquentes. « Fuis, tu as assez souffert, fuis donc », se disait-elle entre deux sanglots. Le lendemain matin, ignorant complètement son existence, sans même daigner répondre à son louable « bonne nuit » de la veille, Fabrice faisait le mort. Élise avait mal à la tête, mal au ventre, mal au cœur. Ses réflexions étaient une torture et les phrases de ses filles dansaient sous ses yeux dès que son esprit vagabondait. Pourtant, à 19h, devait avoir lieu la soirée soupe chinoise. La fameuse soupe chinoise. Elle était conviée depuis longtemps, mais dans ces conditions, elle ne s'y rendrait pas. Qu'ils aillent tous au diable. Fabrice n'avait qu'à inviter Mélodie, Olivia, Aurélie ou qu'importe. Il avait l'embarras du choix, visiblement. Barbara avait demandé naïvement par texto comment se portait Élise. Elle lui avait rétorqué qu'elle voulait mourir. « Mais non !» avait répondu Barbara en souhaitant de plus amples explications. Alors, Élise lui avait retranscrit presque mot pour mot les dialogues. « Il n'a pas écrit ça !»« Bien sûr que si. » Lyon demain, Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. En parlant de la femme, il y a une maladie connue chez les jeunes filles, l'anorexie. Mais elle existe aussi chez les hommes. L'anorexie masculine est aussi terrible. C'est le jeune auteur Lucas qui nous en parle dans son livre témoignage « J'ai oublié de vivre », paru chez Echo Éditions. Lucas est un jeune auteur mulhousien, diplômé en histoire, passionné de sport, de sciences et de littérature. Il souhaite apporter sa pierre à cet imposant édifice qu'est la littérature. Lui-même a souffert de l'anorexie. Il nous livre son combat. L'anorexie, encore plus lorsqu'elle touche les hommes, est une maladie qui fait peur. Elle suscite l'incompréhension, la crainte, voire le rejet. Au travers de ce récit, l'auteur se livre sur sa propre expérience de cette pathologie. Une expérience certes douloureuse, mais qui lui a permis de grandir et de faire de belles rencontres. Nous embarquons avec lui pour un voyage vers l'enfer de l'anorexie, car pour comprendre cette maladie, il faut la vivre de l'intérieur. Et parmi les retours de lectrices, ce livre est vraiment très bien écrit. On suit facilement les différentes étapes de la vie de l'auteur, ce qui nous permet de vraiment bien saisir toutes les complexités de cette maladie. Que dit la presse? Lucas, un jeune auteur de Kingersheim de 24 ans, raconte son combat contre l'anorexie dans « J'ai oublié de vivre », un livre à la fois doux, dur et triste. Une maladie qu'il a contractée il y a 10 ans et dont il est sorti vainqueur. On écoute un extrait. Le médecin me demande d'avaler. C'est un véritable supplice. J'avale un tuyau qui part de mon nez et descend jusqu'à mon estomac. Le passage dans l'œsophage se solde également par d'atroces brûlures. Je sens le tuyau dans mon estomac. C'est terminé. Je pleure beaucoup, autant à cause de la douleur que de la violence de l'acte que je viens de subir. Le médecin m'annonce que comme je ne veux pas manger, elle va me faire manger elle-même, avec une sonde nasogastrique qui me permettra d'absorber de la bouillie hypercalorique directement dans mon estomac. Rien de plus facile. Elle met directement ses paroles en pratique. L'infirmière apporte une de ses pochettes remplies de bouillie et la fixe sur ma potence. On amène un appareil qui va quantifier le volume et la vitesse d'administration et on y connecte d'abord la poche, puis ma sonde. Le moteur démarre dans un vacarme assourdissant. Je vois la bouillie couler le long du tuyau, puis pénétrer en moi par cette même voie. Je sens la bouillie entrer dans mon nez, accompagnée d'une sensation de fraîcheur, puis poursuivre sa route jusqu'à mon estomac.
Je me sens déjà plein, mais la machine ne s'arrête pas pour autant. On m'administre l'intégralité de la poche, soit 1000 calories. Je suis anéantie et n'arrive pas à me calmer, pleurant à chaudes larmes tout le long du processus et encore longtemps après. Il est déjà 22 heures et je me sens épuisée. Je m'endors, vidée de mes forces. Je ne me doute pas encore à quel point. Je fais un rêve merveilleux. Je me sens très léger et suis en suspension dans un long tunnel sombre. À son bout brille une intense lumière blanche. Je suis comme aspirée et me dirige vers elle, lentement mais sûrement. Tout d'un coup, le décor bascule. Je me réveille dans ma chambre. L'appareil de surveillance cardiaque hurle. Je tourne ma tête et j'y lis 20 battements par minute. Un infirmier me secoue, tout en m'appelant, affolée. Il est vite accompagné d'un interne qui vient évaluer mon état. Je retombe dans le brouillard. Je suis à nouveau réveillée par une forte douleur. Je reprends conscience, une seringue plantée dans le bras. On m'a injecté de l'adrénaline. J'étais en train de mourir. Il s'en est fallu de peu. Lyon demain? Des livres en bonne voie. Présenté par Lydia Mirjanian. Nous partons à l'aventure avec François Le Corvaisier, avec son roman « Messe basse à marée haute », publié chez Éco-Éditions. François Le Corvaisier est né à Rennes, Vosgien, puis Bressan d'adoption. Ce breton de cœur devient lyonnais à partir de 2013. Il a travaillé jusqu'en 2017 dans le domaine des carrières de granulats et de pierres de taille, destinées aux activités du BTP et de l'industrie. Amoureux de l'Île-et-Vilaine et de la côte d'Émeraude, il s'est mis à écrire son premier roman sur fond de Seconde Guerre mondiale. C'était important pour lui de raconter les lieux et les sites qui ont marqué son enfance jusqu'à l'âge de 8 ans. L'auteur a énormément puisé dans ses souvenirs d'enfance sur la plage de Saint-Lunaire et de Dinard avec ses grands-parents et ses cousins. La pêche au bord de l'eau, dans les rochers, les jeux de plage. Il s'est appuyé sur sa visite de la côte d'Émeraude qu'il avait enchantée, puis sur sa découverte de l'œuvre de Chateaubriand, né à Saint-Malo. Le château de son enfance à Combourg, sa tombe à Saint-Malo, le canal de la Rance. Géologue de formation, son attirance pour les roches se retrouve à plusieurs endroits au cours de son récit. C'est l'histoire d'une bande de jeunes d'Île-et-Vilaine, débrouillards et dynamiques. Yann, Marc, Paul, Monique, Armel et les autres. Ils sont toujours aussi patients avec le bégaiement de Benoît. Il rit encore de bon cœur aux anecdotes d'Arthur, bien qu'elles ne soient pas toujours drôles. Pourtant, dehors, les rires et les discours ont laissé place à la peur. La Seconde Guerre mondiale a éclaté. Ils ne laisseront pas les Allemands progresser dans leurs desseins. Sans employer de méthodes violentes, ils décident d'agir et de déjouer habilement leur projet. On écoute un extrait. « Maman, on a les frites aux trousses. Il faut parer au plus urgent. Prends un jeu de société, mets-le en place sur la table de la salle à manger. Benoît, Arthur, descendez notre ami pilote au fond du sous-sol, là où vous savez. Soignez-le de votre mieux. Faites-lui boire un coup de calva. Ne bougez pas. Attendez notre signal. »« Yann, demande mon père. Peux-tu aller creuser un trou derrière la maison au fond du jardin pour enterrer le parachute, puis rejoindre tes potes dans la cave? Tous les trois, vous n'êtes pas présentables. Erwan, allons changer de vêtements. »« N'oubliez pas de laver le sang par terre et nos traces. » suggère Benoît. Pas le temps de discuter. Nos poursuivants se rapprochent. Ils cherchent, sifflent, crient. Les chiens aboient. La caravane ne va pas tarder à passer. Armel, son oncle, sa tante, ma mère s'installe autour de la table, commence à jouer. Papa et moi prenons la précaution de cacher nos vêtements sales, puis nous les rejoignons. Pendant ce temps, Gavroche creuse le trou avec une énergie décuplée. C'est un costaud. Il entend au loin la chasse à courre prendre de l'ampleur, accélère ses mouvements, juge la cavité assez grande, jette l'objet du délit au fond du trou qu'il rebouche. « Que fait Titi ?» m'inquiétai-je. « Les Prussiens vont débarquer !» Son copain a terminé. Il essuie la pelle, la remet en place parmi les outils de jardin. La transpiration luit sur sa figure, sa chemise est mouillée de sueur. Il se dit qu'il ne va pas pouvoir rentrer dans cet état, d'autant que les Saxons frappent à la porte sans ménagement. « Yann, c'est le moment d'avoir un éclair de génie, » se dit-il. « Autrement, tu vas te retrouver à la commandanture avec tout le matériel maison pour te faire avouer plein de trucs et de machins. »« Ouvrez, Schnell !» ordonne une voix. Très calme, mon père ouvre.
Devant lui se présente un jeune officier suivi de 3 soldats armés d'une mitraillette. Son visage est fermé, sévère, son regard froid, sinistre. Et n'est pas ici pour enfiler des perles. Son despotisme, son autorité se fait entendre aussi clairement qu'une corne de brume en pleine tempête. Oberleutnant Marx, nous sommes à la recherche d'un aviateur. Il a sauté en parachute de son avion en flammes, a atterri non loin de votre ferme. Je vous préviens que si nous le découvrons, vous serez fusillé. Il est formellement interdit de porter assistance à un terroriste. Louis lui répond en allemand. Vous voyez, nous sommes en famille devant un jeu de société. En effet, nous avons entendu des tirs accompagnés de violentes explosions. Les volets sont fermés. En aucun cas, nous ne serions sortis. Cela pouvait être dangereux. Je vais contrôler vos papiers. Vous autres, fouillez la maison de fond en comble, ordonne-t-il à ses subalternes. Au moment où ces derniers s'apprêtent à exécuter l'ordre reçu, Gavroche fait son apparition. Les cheleux éclatent de rire, sauf le lieutenant. « Roueux !» se met à hurler l'officier. « On n'est pas au cirque. Jeune homme, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous tout mouillé, couvert de vase avec un nénuphar sur la tête ?» La scène est comique. Nous nous retenons de rigoler. Mon père traduit. « Je m'appelle Yann Tanguy, un pote du garçon assis devant vous, dit-il en me désignant. Je travaille chez un carrier à Saint-Pierre-de-Plégen, où je crèche. Sorti pour cueillir des pommes, j'ai glissé dans la mare en revenant. » Le militaire semble convaincu par ses explications. Bon comédien, il fait profil bas. La fouille s'organise. Les tables, l'écurie, le poulailler, le clapier ne contiennent que des animaux. Aucune âme qui vive au sein de la grange, du garage, idem à l'étage, au grenier.